au Conseil constitutionnel. La parole est à Madame Cécile Untermaier, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en droit interne ou dans les traités internationaux, l'impartialité est une exigence commune à tous les organes juridictionnels. L'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 14 du Pacte des Nations unies relatif aux droits civils et politiques ou l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne imposent aux États d'organiser des tribunaux indépendants et impartiaux. La jurisprudence constitutionnelle française fait écho à cette préoccupation. Depuis 1992, le Conseil constitutionnel rappelle que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de la fonction de juger, et ce, quelle que soit la nature juridique de l'organe juridictionnel. Cette exigence d'impartialité se matérialise dans des dispositions législatives et réglementaires complétées par de bonnes pratiques. Je n'en évoquerai que quelques-unes. Le serment de se conduire en tout comme un digne et loyal magistrat et les incompatibilités professionnelles prévues par exemple par l'ordonnance statutaire de 1958 pour les magistrats judiciaires. Les mécanismes de récusation ou d'abstention qui existent aussi bien devant les juridictions civiles, criminelles qu'administratives. Les chartes de déontologie publiées par le Conseil supérieur de la magistrature en 2010 et par le Conseil d'État en 2012, qui déclinent l'obligation de probité sous la forme de recommandations concrètes. À compter de 2013, le législateur a complété ces dispositifs en élargissant l'objet des instruments de prévention des conflits d'intérêts. Déclaration d'intérêt et de situation patrimoniale, initialement conçue pour les ministres, les parlementaires, les exécutifs locaux, les membres d'une autorité indépendante et certains emplois publics. La loi du 20 avril 2016 sur la déontologie dans la fonction publique inclut dans son champ d'application les membres des juridictions administratives et financières. La loi organique du 8 août 2016, dont j'ai eu l'honneur d'être la rapporteure devant notre Assemblée, vise les magistrats des juridictions judiciaires ainsi que les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Et dernièrement, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie le régime applicable aux juges des tribunaux de commerce. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Conseil constitutionnel est demeuré à l'écart de ces évolutions qui correspondent pourtant à un souhait fort des Français et qui concernent l'ensemble de la sphère publique. À vrai dire, notre Assemblée a déjà approuvé un dispositif comparable à celui que je vous propose aujourd'hui, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi organique relatif au statut des magistrats. À notre grande surprise, celui-ci a été censuré par le Conseil constitutionnel en raison de sa procédure d'adoption. Infléchissant en cela sa jurisprudence, le Conseil a considéré que des dispositions ne pouvaient être introduites dans une loi organique dès lors qu'elles relèvent d'autres habilitations constitutionnelles que celles sur le fondement desquelles le projet de loi a été initialement déposé. Bien évidemment, dans un véhicule ad hoc, le législateur organique conserve toute latitude de modifier les obligations qui s'imposent aux membres du Conseil constitutionnel, comme ce dernier l'a rappelé dans cette décision du 28 juillet 2016. En l'état du droit, le Conseil constitutionnel est à peu près dépourvu de mécanismes permettant de prévenir efficacement et de mettre fin aux conflits d'intérêts parmi ses membres. L'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique impose des obligations très limitées aux membres du Conseil. Son article 3 se borne à énoncer que les membres nommés du Conseil constitutionnel jurent d'exercer leurs fonctions en toute impartialité. Les obligations qu'emporte un tel serment mériteraient, selon moi, d'être précisées dans une charte. Cette ordonnance n'envisage la protection de l'indépendance et de la dignité des fonctions des membres du Conseil que sous l'angle des incompatibilités professionnelles. Son article 4 interdit à cet égard aux membres de détenir un mandat électif ou d'exercer une fonction publique ou toute autre activité professionnelle ou salariée. L'introduction d'une procédure de contrôle de constitutionnalité a posteriori en 2009 a certes conduit le Conseil constitutionnel à ajouter des mécanismes de récusation et d'abstention volontaire dans son règlement intérieur. Encore ne concerne-t-il que cette matière très spécifique
et pas, par exemple, le contentieux électoral. Ces lacunes justifient, à mon sens, une refonte globale du régime déontologique des membres du Conseil constitutionnel sur la base des règles applicables dans les autres organes juridictionnels. Avec la présente proposition de loi organique que je vous propose d'appliquer aux membres du Conseil constitutionnel, président, membres de droit, membres nommés, les mêmes standards de transparence qu'au reste de la justice. Ces membres seraient tenus d'établir une déclaration d'intérêt dont le régime, notamment le contenu et les sanctions pénales, est défini de manière identique à ce qui figure dans la loi organique du 8 août 2016 pour les magistrats et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Cette déclaration d'intérêt serait mise à la disposition des autres membres du Conseil constitutionnel, mais elle ne serait pas communiquée aux tiers. Les membres du Conseil constitutionnel devraient également transmettre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte et sincère de situation patrimoniale. En la matière, ma proposition de loi reprend les termes des lois du 11 octobre 2013 et transpose les dispositions retenues, contenu, pouvoir de contrôle de la Haute Autorité, sanctions pénales pour les seuls membres du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous rappelle en effet que le juge constitutionnel a censuré le régime de déclaration de situation patrimoniale des magistrats judiciaires. Il a estimé que celui-ci introduisait une différence de traitement entre certains magistrats soumis à cette obligation et les autres au sein d'une juridiction. Sur ma suggestion, la commission des lois, dernièrement, est allée plus loin sur ce texte et elle a inséré dans l'ordonnance de 58 une définition du conflit d'intérêts, identique à celle retenue pour les membres des juridictions administratives ou financières, les magistrats judiciaires et les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a préféré que le mécanisme d'abstention soit inscrit dans l'ordonnance et relève par conséquent de la loi organique plutôt que d'un pouvoir normatif d'auto-organisation du Conseil constitutionnel. En revanche, j'ai renoncé à étendre ces obligations déontologiques au secrétaire général ou au service du Conseil constitutionnel, dont le régime relève exclusivement du pouvoir réglementaire. Je n'ai pas non plus proposé de définir en détail les instruments et les procédures internes au Conseil permettant de prévenir les conflits d'intérêts. Il appartiendra au pouvoir réglementaire ou à de bonnes pratiques d'y pourvoir. Comme les autres propositions de loi examinées ce matin, celle-ci ne pourra pas achever son parcours parlementaire avant que l'Assemblée nationale et le Sénat ne suspendent leurs travaux. Je le regrette. Son adoption cet après-midi et sa transmission au Sénat lui permettraient cependant d'échapper aux règles de caducité applicables en cas de renouvellement de notre Assemblée. J'espère, mes chers collègues, que vous voudrez bien l'adopter dans le texte de la Commission. Je forme également le vœu que les sénateurs puissent, dans les prochains mois, poursuivre le travail salutaire que nous avons engagé. D'ici là, il me paraîtrait souhaitable que le Conseil constitutionnel s'engage dans une démarche de transparence et se dote d'une charte de déontologie. Je suis convaincue que l'adaptation du cadre réglementaire et l'adoption de bonnes pratiques permettraient des progrès significatifs sans attendre l'intervention du législateur. Donc, je vous remercie de votre attention et je remercie en particulier Jean-Yves Le Bouillonnec et Madame Descancrenier pour le travail assidu qu'ils ont mené avec moi sur ces questions. Merci Madame la rapporteure.